Bonsoir à tous. Merci d'avoir fait l'effort d'être présent. Je sais que vous avez eu votre dose de conférence cette semaine, mais celle-ci est particulière et je vous suis très reconnaissante d'être présent. Merci également aux étudiants des campus qui ont fait l'effort de se connecter. Je sais que vous avez déjà pas mal participé à des conférences sur l'entrepreneuriat, mais celle-ci est particulière parce qu'on aborde le sujet de l'entrepreneuriat non pas de façon classique, sous un angle organisationnel, mais plutôt sous un angle personnel. Comment utilise-t-on les valeurs entrepreneuriales pour soi-même, pour le développement de sa carrière ou son développement personnel? Le recteur a eu l'amabilité d'accueillir cette semaine des invités de marque, certains que vous connaissez et d'autres que vous découvrirez tout à l'heure. J'aimerais aussi peut-être contextualiser. Comme vous le savez, une nouvelle direction a été récemment créée. Il s'agit de la direction du développement et de l'entrepreneuriat, placée sous la responsabilité d'Ulvic. L'un des projets phares de cette direction est de mettre en place un observatoire des initiatives et pratiques entrepreneuriales. Donc, cette conférence d'incitation et d'éveil à l'entrepreneuriat est placée sous la coupole de cet observatoire que nous aurons certainement l'occasion de vous présenter prochainement. Je laisse Monsieur le directeur modérer et introduire cette conférence. Merci beaucoup, merci à bienvenue et bienvenue à tous dans cette discussion, dans cette table ronde. Merci au recteur de sa présence et comme il est dit, et pas bienvenue, nous sommes ce soir ensemble pour discuter de la thématique ainsi libérée et devenir entrepreneur de soi pour dynamiser son parcours professionnel. Et le contexte a été bien expliqué. Nous sommes dans un changement de paradigme où l'entrepreneuriat n'est pas seulement lié à la création d'entreprises, mais ça peut permettre de se réaliser soi. Et donc, j'accueille avec plaisir 4 personnalités, 4 invités de marque. Et je vais vous présenter dans un premier temps, de mon côté 3, je crois, Madame Marianne Roux. Madame Marianne Roux est consultante indépendante en coopération internationale et développement, spécialisée sur les thématiques liées aux sociétés civiles, aux médias et à la culture dans l'espace méditerranéen. Et à côté d'elle, nous avions le professeur Conrad Botton, qui est un diplômé de l'Université Senghor et qui est actuellement responsable du laboratoire de recherche sur les technologies de l'information dans la construction et à l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec. Il partagera son expérience et comment, de par son caractère entreprenant, je dirais, il a pu dans un laps de temps passé par ici et aujourd'hui professeur agrégé à l'Université du Québec. De l'autre côté, nous avions avec nous M. Achille Oussou. Achille Oussou est économiste, il est chef de département du Bureau d'analyse et d'investigation BAI de la présidence de la République du Bénin. Et on voit à partir de son parcours que je connais un peu, on voit un fonctionnaire qui a fait d'abord la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a fait les Nations Unies et aujourd'hui c'est le gouvernement du Bénin et dans une position, je dirais, très stratégique et qui va nous dire comment on arrive aujourd'hui en tant qu'humain à diriger la plus grosse société publique du Bénin, la Société béninoise d'énergie électrique, il en est le PCA, et à diriger un directeur général d'une société qui a 1 milliard d'euros d'actifs, notamment la CIMO. Il pourra nous dire comment il arrive à gérer tout ça et à finir par impacter et avoir du résultat. Enfin, nous avons avec nous M. Medda Chakpanda, qui est ingénieur agronome de formation, détenteur d'un doctorat d'État en biotechnologie végétale et PDG du laboratoire Floraline SA en biotechnologie et rassurez-vous, détenteur de 5 brevets aux USA et 14 brevets en France, chef de projet de plusieurs projets européens chargés de missions dans plusieurs pays en Afrique et en Amérique latine.
dans les discussions avec le recteur, à un moment donné, je me rappelle qu'il a attiré mon attention sur le fait que lorsqu'on détient un brevet, on peut ne pas travailler et recevoir les rentes liées à ce brevet-là. Donc, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans cette discussion. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, nous allons faire honneur à la dame. Et je crois, on va vous donner le micro. Et la toute première question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut vraiment concevoir sa vie? Vous qui êtes dans un métier indépendant, aujourd'hui vous êtes consultante, est-ce que finalement on peut donc concevoir sa vie, son parcours professionnel comme une entreprise et dire, je suis entrepreneur de moi-même, je vois, est-ce que c'est possible et comment on peut arriver à le faire? Merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand Thierry m'a sollicité pour le panel, je me suis dit, ah oui, entrepreneur, moi j'ai toujours du mal à croire que je suis entrepreneur aujourd'hui, mais c'est le cas en fait. J'ai un statut d'auto-entrepreneur en France depuis presque 3 ans. Et en fait, en lisant la présentation, les termes de référence de la conférence, j'ai lu attentivement les valeurs et je me suis dit, ah mais c'est vrai, je coche celle-ci, je coche. Et j'avais jamais vraiment pensé. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant parce que moi j'ai eu un parcours, je veux dire, voilà, après mon master à l'université, j'avais en France en plus, en tout cas à l'époque, quand j'ai été diplômée en 2008, il n'y avait pas forcément tout cet engouement, on va dire, sur devenir entrepreneur, surtout pour les étudiants de l'université publique, quand vous avez fait des études comme moi de lettres, langues, sciences humaines et sociales. On pense plutôt à se dire, ah ben, je vais peut-être être enseignante, je vais faire une thèse, ou je vais travailler voilà, dans une institution, mais je n'avais pas du tout cette image-là de, ah, je peux être entrepreneur. Et donc j'ai travaillé dans plusieurs choses. J'ai été au début enseignante, j'ai travaillé dans des petites associations culturelles et puis après dans des plus grandes institutions, notamment la Fondation Annalyn ici à Alexandrie, qui travaille sur le dialogue interculturel entre l'Europe et les pays sud-méditerranéens. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans une collectivité locale, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille. Et moi, en tant qu'étudiante, c'était un peu le rêve en me disant « Ah, je vais travailler dans la coopération internationale, dans une institution, après on peut passer des concours et on est fonctionnaire. Et voilà, on a un statut rassurant, permanent. » Et en fait, j'ai détesté, honnêtement, parce que je trouvais que les institutions, c'était quelque chose de très... il faut se conforter à un cadre, il faut respecter le cadre. Puis au-delà des collectivités locales, il y a des élections, donc ça peut changer politiquement. Donc c'était pas... J'ai changé quand même assez vite au bout de 3 ans. Puis après, j'ai travaillé à Paris, à CFI, qui est l'agence de développement média du ministère des Affaires étrangères. Et là, en chef de projet, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise parce qu'on avait plus de liberté. Et quand j'ai fini mon contrat, donc c'est posé la question, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et je me suis dit, bon, ben, j'ai acquis des compétences, je vais essayer de les vendre en fait. Quand on est salarié, quelque part on signe un contrat et on ne dispose plus de son temps. Donc et là, c'était un peu le contraire. Donc j'ai des compétences, je vais essayer de trouver des clients. Mais c'était pas facile. Mais en fait, grâce à tout le réseau que j'avais acquis dans mes précédents emplois, j'ai réussi à me faire une place. Et en fait, ça me convient tout à fait. Maintenant, j'ai vraiment du mal à m'imaginer salarié de nouveau, je crois. Merci beaucoup. Et je pense que aujourd'hui, vous n'arrivez probablement plus à vous imaginer salarié. On va rapidement passer le micro à M. Botton. Et on voit votre parcours, chez Conrad, où vous aviez été il y a quelques années ici et tout ça. Et de ce que je sais de ce parcours, vous êtes toujours dit, hier vous le dites encore à l'équipe de la direction du développement, s'il y a des meilleurs par rapport à ce que je fais dans ce monde, il faut que j'y sois dedans. Cette envie de pouvoir être meilleur de ce que l'on fait, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui être professeur agrégé et tout ça, vous l'avez conçu comme un projet, genre comme une entreprise personnelle finalement? Oui. Merci pour l'invitation. Oui. C'est un privilège pour moi de me retrouver ici face à vous. Il y a quelques temps. Oui, surtout de l'autre côté. Il y a quelques temps, j'étais de ce côté, donc ça fait plaisir. C'est une entreprise à deux titres.
Le premier aspect, c'est que le rôle de professeur dans l'école où je suis, c'est un rôle de micro-entrepreneur. On travaille comme une petite entreprise où on va chercher du budget, on va recruter des personnes pour travailler avec nous et on gère sa petite entreprise, on la fait évoluer, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, le parcours en lui-même est une série de projets finalement. C'est des objectifs, c'est des ressources qu'on a ou qu'on va chercher pour être capable d'atteindre ces objectifs et on se fixe en général des durées. On les respecte, des fois on n'y arrive pas et on est endurant, on échoue, on recommence. Et ce qui est essentiel à la fin, c'est de rester debout et de travailler très fort parce que si vous considérez que vous êtes le plus fort et que c'est fini, mais sortez, vous allez voir 20, 30, 1000 personnes aussi forts que vous ou plus forts que vous. Et si vous voulez rester le meilleur, vous travaillez et vous mettez à jour vos objectifs à chaque fois. Donc, c'est un éternel recommencement, une suite d'objectifs finalement qu'on se fixe. Des fois, c'est simple, on les atteint, mais en général, c'est plus difficile que ce qu'on pensait. et tout l'enjeu, c'est de rester debout et se dire, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché et qu'est-ce qui finalement fait, et souvent on oublie le rôle de l'échec dans le succès de ce que nous faisons. Et le rôle, c'est un rôle très important parce que si vous êtes capable de gérer vos échecs et de comprendre que l'échec, c'est ce qui vous permet d'apprendre ce qui vous a manqué, aller plus loin, vous avez compris l'essentiel de ce qui fait avancer. Je pense que je peux m'arrêter là, mais c'est un point que je pourrais développer plus au fil du débat. Merci beaucoup. On entend les mots échec, apprendre de ce qui vous arrive. Monsieur Oussou, lorsqu'on arrive à votre parcours, on se rend compte que vous aurez pu vous dire quand même, fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'était un fonctionnaire accompli. Vous démissionnez et vous cherchez à aller faire vos preuves ailleurs. Finalement, comment vous voyez votre parcours? Qu'est-ce qui vous satisfait et qui fait que finalement un éternel insatisfait de cette position, ou comment vous le voyez, cette dynamique-là dans votre parcours et comment vous arrivez à le voir? Est-ce que vous êtes une entreprise qui rend service aux autres ou comment vous le voyez votre parcours, vous? Merci Ulrich et merci à tous. Je peux dire que pour ce qui me concerne, je suis animé d'un objectif permanent de challenge. De challenge et de pouvoir être utile, à ma communauté et aux autres. Et ceci a pu guider les différentes phases, d'abord de ma formation et ensuite de mon parcours professionnel. Et si je dois vous dire quelque chose, c'est que si j'avais la possibilité aujourd'hui, je changeais d'activité. Parce que j'estime, par exemple, à ma position actuelle, après 6 ans bientôt de contribution, il me faut aller un peu plus loin, passer à une autre échelle et continuer. Ça, c'est l'envie personnelle. C'est pour dire que valeur entrepreneuriale, vous êtes en réalité maître de votre vie, et toutes les étapes de votre vie constituent en réalité des étapes d'une entreprise dont vous êtes le dirigeant, en réalité. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, j'ai créé une entreprise. Même dans l'activité professionnelle, les challenges quotidiens, les objectifs à atteindre au niveau professionnel dans le cadre des projets, des missions qui vous sont assignées, vous amènent à être en permanence, à vous comporter comme un entrepreneur. Parce que c'est quoi? Pour travailler et donner le résultat, vous devez évoluer dans un cadre de performance, des objectifs à atteindre, des moyens à mobiliser, de la créativité à développer
etc., de la remise et, en cause de soi-même, des challenges, des combats, de la concurrence, mais il faut pouvoir rester soi-même. Et ne pensez pas que, tel que le monde de l'entreprise, on dit l'entreprise c'est la jungle. Okay? Même dans l'entreprise, dans les institutions, partout c'est pareil. Okay? Moi, je suis peut-être un peu atypique, ça fait 24 ans là maintenant qu'il n'y a pas d'année où je n'ai pas d'interaction avec l'université. Mes premiers cours à l'université datent de 1998. J'étais tout jeune. Et cela m'a donné très tôt l'envie vraiment de partager, de partager et de partager. On ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. Et pour partager, il faut accumuler. Et en matière de savoir, il faut également partager pour s'enrichir. Ça fait le premier élément. Deuxième élément, il faut se connaître et se faire plaisir à soi. Ça signifie quoi? Moi, je suis de nature très pragmatique. Et donc, vous avez dit, j'ai été à la Banque centrale, j'ai eu la chance d'entrer à un niveau très élevé. J'étais entré fondé de pouvoir tout jeune à conduire un des services les plus élitistes de la banque, c'est le service des études. Mais une banque, c'est un moule. Vous ne changez pas les choses. Quand vous avez envie d'impacter, comme madame disait, ce n'est pas forcément le milieu. Je ne me suis pas senti, mais j'ai pris le temps d'apprendre l'essentiel de cette institution avant de démissionner. J'ai quitté. Je suis à mon 7e emploi aujourd'hui et j'ai fait 5 démissions. On me dit, mais filer éternellement, c'est l'éternel insatisfait. Non. Il faut savoir ce que l'on cherche et ce qui vous fait envie, ce qui vous fait avancer. Donc vous vous fixez des objectifs. Vous vous orientez, vous vous concentrez, focus sur un certain nombre d'objectifs, vous travaillez. Et l'autre élément, pour vous autres, surtout étudiants aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas finir d'étudier avant de définir son profil. Moi, j'ai étudié jusqu'à ma thèse tout en travaillant aussi. Il faut pouvoir, dans ce parcours, savoir quelle formation vous faut, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos insuffisances, et travailler sur ça en permanence. C'est fondamental. C'est ça aussi, être entrepreneur de soi. Et vous êtes déjà là dans un réseau. Il faut pouvoir développer le réseau pour pouvoir continuer aussi. C'est autant de valeurs sur lesquelles vraiment j'insisterai. C'est la rigueur, la connaissance de soi d'abord, la rigueur professionnelle, l'envie d'apprendre, de contribuer, de challenger, etc. sont des éléments importants qui vous permettent donc de voir les situations autrement. Ensuite, le milieu professionnel, il est rude. Si vous allez réussir, ne pensez pas simplement que je suis fonctionnaire, c'est fini. Non. Vous allez vous frustrer si vous vous comportez en fonctionnaire en disant, bon, c'est pas mon entreprise de toutes les façons, à la fin de la journée, je gagne un salaire. Non, vous n'aurez pas la satisfaction requise tant que ceci n'est pas en phase avec votre être. Et c'est fondamental. Donc, Ulvix, voilà ce que je peux dire en introduction. Et la vie, c'est un challenge permanent. Il faut que chacun se dise de sa position qu'il doit apporter une contribution, une des meilleures contributions. Ce faisant, vous vous mettez en position vraiment de, je dirais, de cluster dynamique, où lorsque vous n'avez pas, disons, vous n'arrivez pas à impacter, vous n'arrivez pas à influencer les choses, vous n'êtes pas utile. Voilà. Être utile, c'est ce que je retiens. Monsieur Tchabanda, vous m'excuserez si
j'ai mal prononcé votre nom. Vous êtes inventeur, on peut le dire comme ça. Et un inventeur, finalement, pour inventer, vous êtes, si je note bien, 19 brevets à votre actif. Finalement, votre parcours, vous êtes entrepreneur. Mais indépendamment du fait que vous avez créé des entreprises, dans votre quotidien, est-ce que finalement, vous organisez votre vie comme des petits projets, finalement? Comment vous arrivez donc à atteindre ces résultats à partir des valeurs entrepreneuriales? Bon, laissez-moi d'abord remercier M. Verdel pour organiser cet événement. Et je dois dire quand même, au départ, j'avais une carrière académique. Hein. J'étais maître assistant, je suis parti en France, j'ai fait mon doctorat. Jusqu'à maintenant, j'étais dans la recherche. Je dois dire que entrepreneur, ce n'est pas un métier. C'est un état d'esprit, d'abord, numéro un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites. Pourquoi j'ai créé des entreprises? Parce que j'ai eu des résultats, et dans ma tête, le beau résultat, c'est quand on arrive de l'appliquer, que les autres arrivent de bénéficier. Dans mon domaine, moi je suis dans le domaine agricole en fait. Donc, je vais être peut-être dans mon discours orienté vers l'exemple agricole, qui d'ailleurs qui n'est pas bizarre, compte tenu de l'Afrique, ce que je vous dis quand même, c'est rural. Et il y a beaucoup d'évolution, beaucoup de modernité, mais il reste quand même, la société rurale est très présente. Alors, j'ai décidé de créer mon entreprise. D'abord, je m'adresse à tous les jeunes. Il faut faire attention des choses. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut. This meeting is being recorded. Allez-y. Pardon. C'est Zoom qui nous envoie ce message. Allez-y, Ouais. on vous suit. Et il faut savoir ce qu'on veut d'abord. Mettre un objectif, mais bien cadré, bien limité. C'est vrai, chacun de nous peut toujours rêver. Il faut rêver pour créer une entreprise. Il faut. Mais quand même, ces rêves soient quand même dans les limites du réalisme. On ne peut pas quand même aller au-delà de ses propres capacités. Mais chacun de nous a ses propres capacités. Comment on peut les valoriser? Donc, à ce moment-là, on va rentrer dans un contexte assez dur. C'est la réalité du marché, la création. C'est ce que j'ai subi. D'abord, on a besoin de finances. On va voir les banquiers. Conseil, jamais demander à un banquier de prendre un risque à votre place. Jamais, jamais, jamais. C'est la faute systématique que tous les jeunes entrepreneurs tombent. Il va avec son dossier, il explique le projet, content, fier, et dit au banquier, eh ben, vous ne voulez pas me prêter, il faut prendre des risques avec moi. Non, monsieur. Un banquier ne prendra jamais un risque. Un banquier, c'est un vendeur d'argent. Donc, il faut que tu gagnes. J'en passe. Aujourd'hui, créer une entreprise, quel que soit le domaine, moi je passe au domaine agricole, hein, parce que c'est là que je maîtrise, c'est aller dans les terrains. Moi, voilà. Je suis à Bénin, au Congo, ou dans un... Quel est le besoin de marché? D'abord, il faut étudier. Il ne faut pas faire un projet qui n'est pas utile. Un projet, il faut qu'il soit utile dans la société. Pourquoi? S'il est utile, vous allez trouver un soutien direct ou indirect, peu importe, avec les temps. Deuxièmement, faire ce qu'on appelle feasibility studies. C'est important d'étudier les marchés. Est-ce que votre produit va trouver des preneurs ou pas? Ça, c'est très important. Je vous parle sur l'aspect pratique des choses. Troisième, en général, pour l'Afrique, j'ai eu l'occasion d'aller dans des missions en Amérique latine ou en Afrique. Paradoxalement, le problème, malgré que le peuple ne sont pas les mêmes, les terrains, les moyens, mais c'est les mêmes problèmes toujours, dans les domaines agricoles. C'est les multinationales qui contrôlent tout et le système devient monoculturel. C'est le problème de l'Afrique d'aujourd'hui. On ne peut pas aller en guerre avec les multinationales. C'est une faute grave, parce qu'ils sont là, ils ont les moyens. Mais on peut se coopérer. Vous allez créer une entreprise, vous êtes dans un village, et il y a une quinzaine d'agriculteurs.
Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter une parcelle? Non. Regrouper les gens avec vous. Créer une sorte de, par exemple, coopérative. Ça nécessite quoi? Quelqu'un qui soit gestionnaire. Et je pense parmi vous, même s'il n'est pas dans le domaine agricole, mais il est gestionnaire. Un projet, c'est quoi? C'est gérer. C'est gérer le projet. Donc, je pense, l'Afrique, elle a toute la chance de créer des micro-entreprises, ce qu'on appelle start-up, ou appelez comme on veut. Mais il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Vous êtes des jeunes d'avenir. Vous êtes diplômés assez pour attaquer la vie professionnelle. Vous avez un minimum de formation, vous êtes ambitieux, donc allez-y. Ne rentrez pas dans le fonctionnariat. C'est bien le fonctionnariat, mais l'évolution, c'est quoi? Les plaisirs, c'est quoi? C'est pas évident pour tout le monde. Il y a un cas où on arrive à certaines étapes. Mais dans l'ensemble, c'est la routine. Vous allez au bureau, par contre, le partenariat, se battre, échouer. J'ai échoué 4 fois. 4 fois. Mais ça ne m'a pas empêché de créer 3 entreprises, dont un laboratoire assez important dans le sud de la France, laboratoire central de culture in vitro. Une fois, la première entreprise que j'ai créée en 1992, c'était un parc de serre de 5000 m². À peine 2 mois, et la neige arrive tout par terre. C'est horrible, un jeune entrepreneur qui vient de créer sa propre entreprise, il le trouve par terre. C'est vrai, il y a un peu d'assurance, mais l'assurance, c'est une affaire qui dure 5-10 ans. Ça ne m'a pas empêché de recommencer. On a ramassé les restes des serres cassées, on l'a remonté, donc on a eu 30% de ce qu'on avait avant. Et ça a évolué. Après, on a créé un laboratoire, parce que ce laboratoire était indispensable pour les autres entreprises. C'est de sortir des produits de qualité, en termes de maladies, etc., etc. Donc, on est allé voir l'EURECA, l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de réchauffement. Donc, il y a toujours des tuyaux. Je n'ai pas envie d'être trop long, mais pour vous dire quand même, en Afrique, parce qu'étant qu'on est quand même tous africains, vraiment, il y a énormément de chances, énormément d'occasions et de possibilités de créer sa propre. Petite qu'elle soit, mais c'est mieux que soit petite, puisque l'évolution, c'est magnifique, avec les temps. Voilà, je m'arrête jusqu'à là parce que j'ai pas envie de prendre... Merci. Et je retiens que, finalement, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Et je retiens ce que vous aviez... On voit le résultat qu'on voit aujourd'hui, mais derrière aussi, il y a des échecs qu'on ne voit pas. On voit dans votre parcours de la ténacité, vous y avez tenu, vous y êtes arrivé et autres. Et on va refaire un tour de table. Et Madame Rouge, je vais vous poser la question de aujourd'hui, dans votre parcours actuel, où vous êtes consultante indépendante, finalement vous vous considérez comme auto-entrepreneur, ce que vous êtes. Comment vous y arriviez, notamment en faisant pratique, en faisant usage, je dirais. Aujourd'hui, je donne un exemple. Tout à l'heure, vous êtes venu après une discussion, vous étiez en réunion avec l'AFD, vous nous aviez dit, et quand vous êtes arrivé aujourd'hui à conquérir ces marchés de consultance et autres, est-ce que des fois dans votre offre technique, vous faites preuve de créativité, notamment des fois de leadership, en discutant, en faisant un truc là? Est-ce que finalement, parce que nous souhaitons montrer quand même au public que même si on est salarié, pour être pertinent, il faut quand même faire appel à ces valeurs-là. Alors effectivement, en fait, on va des fois chercher des capacités qu'on ne pense pas qu'on a forcément. Et je pense que c'est ça qui est très important. Il y a un perpétuel apprentissage, en fait. Il y a des fois où, quand on fait une transition de salarié à entrepreneur, là on se dit, je ne dépends que de moi. Il n'y a pas un chef qui va me dire, tu dois faire ça. Là, c'est vraiment, si on ne se sent pas capable, en fait, on ne peut pas aller convaincre des clients si on n'est pas déjà convaincu par nous-mêmes de nos compétences.
Donc là, par exemple, pour cette étude de l'AFD dont vous mentionnez, il fallait que je recrute aussi une série de consultants et consultantes, parce que je n'étais pas moi en mesure de connaître tout de la réalité. C'est une étude sur 4 pays, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Donc il a fallu que je recrute ma propre équipe. Donc là, j'ai fait des recherches, j'avais déjà un réseau. Et en fait, que je prenne aussi, en tant que coordinatrice de l'étude, c'était à moi de faire le leadership. Donc moi, je ne me sens pas forcément comme leader, mais en fait je pense qu'il n'y a pas un prérequis où le leadership ça doit être ça, c'est aussi en fonction de votre personnalité, et on n'a pas besoin, c'est vrai qu'en entreprise souvent on a un manager et c'est très top-down, c'est très hiérarchique, mais là pas du tout. Moi je me sens au même plan que les autres consultantes, mais c'est à moi, c'est moi en tant que coordinatrice, je dois les accompagner et je dois faire en sorte qu'on répond aux objectifs de notre commanditaire qui est l'AFD. Et en fait ça s'est très bien passé, donc je me dis bon ben finalement voilà, c'est quelque chose que moi j'aurais peut-être pas mis en avant sur mon CV, être coordinatrice ou être manager, mais en fait dans les faits, quand vous avez un budget spécifique et quand vous avez une commande, et aussi ça on apprend je pense au fur et à mesure qu'en entrepreneur, c'est assez difficile de se dire ah ben là j'ai cette étude, il faut que je mesure le nombre de jours de travail, parce que il y a par exemple, je sais pas, un budget à 20 000 €, donc ça veut dire tant de jours de travail, combien vous facturez, et ça on ne sait pas forcément au début, surtout quand on est salarié, on n'a pas la même façon de comptabiliser notre temps de travail, et au début on se dit oh ben on va dire ça me prend 7 jours, et puis en fait on se rend compte qu'on a travaillé au moins le double, donc en fait on a travaillé pour 2 fois moins. Donc après on se dit bon ben la prochaine fois je vais essayer et on apprend en fait comme ça continuellement. Moi au début ça a été ça, j'ai eu d'abord peut-être des petits projets de mise en œuvre, après il y avait l'évaluation de projet, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je me sentais pas capable, j'en avais jamais fait, j'en avais fait sur mes projets mais pas une évaluation externe, et je me suis dit ben, comment je vais faire, comment je vais essayer de mettre ça sur mon CV, que je suis capable de faire cette prestation là. Et j'ai eu la chance, on m'a mis en contact avec une autre auto-entrepreneuse, une autre consultante qui était intéressée à répondre à un marché. Et elle était vraiment spécialisée sur les questions d'évaluation, mais elle n'avait pas la compétence géographique, c'était sur le Moyen-Orient. Et moi je lui ai dit, ça je peux l'apporter, on peut faire un binôme. Et on a commencé comme ça, on a répondu à cette offre-là toutes les deux, avec cette complémentarité. Et depuis, ça fait 1 an que je travaille avec elle. Là, on a postulé pour une 3e offre. Et donc, c'est comme ça, on apprend. Et maintenant, je me dis, bon, ben, j'ai fait une évaluation. Bon, il y avait des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont pas plu. Et là, je l'ai mis sur cette étude AFD. Donc, elle avait jamais fait de la faisabilité. Et maintenant, elle a fait une étude de faisabilité. Et en fait, on découvre. Après, on peut se dire aussi, bon, ben ça, j'ai moins aimé. Donc, à terme, je vais peut-être pas trop postuler sur cette offre-là. Ça m'intéresse plus. Donc on développe toujours de nouvelles compétences. Moi je pense que c'est ça qui est important dans ce métier. C'est vrai que dans le salariat, des fois il y a peut-être un côté frustration. Et moi j'ai rencontré, je pense que c'est ça très jeune dans les institutions, de voir des gens aigris en fait. Des gens qui avaient des postes hiérarchiques importants, qui avaient fait toute leur carrière, mais ils étaient tellement dégoûtés. En fait ils sentaient que leur employeur, en fait ils n'étaient plus utiles, où ils étaient dévalorisés dans leur travail, mais ils restaient parce qu'ils avaient passé 30 ans de boîte, et ils se disaient mais qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur ? En fait, qui va m'employer maintenant ? J'ai 50 ans. Et moi je me suis dit, alors que tout le monde me disait non mais tu vas vouloir rester, tu vas vouloir devenir fonctionnaire, moi je disais ah non. Et en fait quand j'ai démissionné, ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont dit mais non, mais t'aurais pu... Et en fait moi ça m'intéressait pas à 30 ans de m'imaginer à 50 ans frustrée. Alors oui, peut-être avoir un bon salaire, mais c'est pas comme ça que je pense que voilà. Après, on a toutes des attentes différentes, mais quand on commence à s'assumer en fait pleinement et ses envies, et de se dire ben, ça j'aime pas, et je vais essayer de faire ce que j'aime dans la vie, parce que quand même le travail c'est une grosse partie de notre vie. Donc commencer à 30 ans et être déjà dégoûté en disant bon ben c'est bon, je vais continuer à faire ça parce que j'ai mon prêt à la banque, il faut que je paye mes charges. Ben, moi c'était pas comme ça, je préfère peut-être prendre des risques, mais au moins je m'éclate et j'apprends des choses en fait. Quand on est curieux intellectuellement et on se dit bon ben ça m'intéresse, mais j'aimerais aussi faire ça, moi c'est ça l'avantage. Je travaille peut-être sur des projets plus rémunérateurs, mais à côté, si j'ai envie d'aider une petite association qui veut faire un festival culturel,
ben, je peux aussi l'accompagner, demander la moitié moins de ce que je demande et c'est mon choix en fait. Et donc je m'estime vraiment chanceuse d'avoir cette agilité-là à choisir en fait pour moi ce que je veux faire et toujours à gagner en compétences. Je retiens de ce que vous aviez développé, voyez, cette liberté de faire des choix, de s'intéresser à ce qui nous passionne. Et l'autre côté aussi, comme vous l'aviez dit aujourd'hui, vous avez fait preuve de complémentarité avec un binôme toujours, vous voyez, la solidarité entre ce binôme-là, et vous arrivez donc à travailler dans ce qui vous intéresse. Monsieur Botton, lorsqu'on regarde votre parcours, et vous l'aviez dit aussi hier, le temps que vous avez mis pour devenir professeur agrégé a été très court. Et lorsqu'on regarde ça, vous êtes, c'est vrai, et dans un milieu universitaire où vous avez la liberté de vous intéresser à ce qui vous passionne, mais pour ce chemin court qui est dans une carrière, vous en avez fait un projet en disant ça, c'est mon objectif, et en termes de pénibilité, comment vous y aviez pris pour tenir en un laps de temps, pour passer cette étape où, de manière normale, on ne vous espérait pas là? Merci. C'est toute une histoire. Mais pour la question de savoir si c'était mon objectif de devenir prof, non, bien sûr, ce n'est pas un objectif. Ça n'a jamais été un objectif pour moi de devenir prof. Je ne pense pas que ce soit un objectif normal qu'on puisse avoir de dire je veux devenir prof. Mais par contre, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment on améliore des choses dans mon industrie, la construction. Et je suis parti. Et je parlais tout à l'heure du fait que la vie, finalement, c'est des objectifs qu'on se fixe. Et si je regarde mon parcours, ce que je me dis, c'est que la chose la plus difficile a été de comprendre ce que je voulais faire. C'est ça, comprendre ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Et à un moment donné, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé 5 années pour le gouvernement de mon pays. Et à un moment donné, j'avais un boulot correct. Je ne dirais pas que j'avais un top boulot, mais j'avais un boulot correct pour quelqu'un de mon âge. Je gagnais ma vie, j'avais ma petite voiture et j'aurais pu rester dans l'administration parce que j'étais dans la fonction publique. Et finalement, à un moment donné, il y a comme une sorte de problème récurrent qu'on a toujours, mais qu'on n'a pas le recul nécessaire pour résoudre parce qu'il faut livrer des résultats. Et également, à côté de ça, il y a un certain ennui d'avoir déjà tout vu dans ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai eu l'opportunité de venir à Senghor et je l'ai vu comme le moyen de prendre du recul pour essayer d'apporter des solutions à ces problèmes qu'on rencontrait au quotidien. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait. Et évidemment, lorsque vous comprenez qu'est-ce qui vous intéresse réellement, ça devient comme un puzzle où vous essayez de rassembler chaque pièce et tout en gardant les yeux ouverts par rapport aux opportunités que vous pouvez avoir, parce que si vous dites c'est ça que je veux faire et que je ne ferai que ça, vous pouvez passer à côté d'opportunités, parce que ces opportunités, même si elles ne sont pas toujours alignées avec ce que vous voulez faire directement, c'est parfois des chemins détournés pour arriver vers ce que vous voulez faire. Donc une fois que j'ai fait ma maîtrise à Senghor, j'avais travaillé sur la question, j'ai eu la possibilité d'aller au Luxembourg pour faire un stage et voir ce qui se faisait là-bas. Et après ça, je me suis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À chaque fois que vous pensez avoir réglé un problème, il y a toujours une opportunité ou une perspective que ça ouvre et vous vous posez la question, est-ce que je continue? Et on continue et on se retrouve quelque part. Et par rapport à comment je suis devenu prof, moi j'ai postulé pour un poste de professeur assistant. On m'a expliqué qu'il fallait avoir une expérience canadienne avant d'avoir un poste de professeur, et on m'a proposé de faire un post-doc. Et pendant ce temps, il y a l'Université de Melbourne qui m'a proposé le même poste de professeur. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder
les yeux ouverts et être ouvert aux opportunités et surtout ne pas rester dans sa zone de confort. Quand vous restez dans votre zone de confort, c'est très bien, sauf qu'il faut toujours garder à l'esprit que les enjeux que vous aurez, les challenges que vous aurez, plus ces challenges seront difficiles à gérer, mais plus grande sera la récompense si vous y arrivez. C'est souvent ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis allé à Melbourne, ils m'ont donné le poste. Je leur ai dit, mais je veux quand même finir mon postdoc d'abord avant d'y aller. Et ils m'ont dit, ok, c'est correct. Je suis retourné à Montréal, j'ai dit, j'ai trouvé une entente avec Melbourne. Ils m'ont dit, ok, mais nous on veut que tu restes ici quand même. Je dis oui, mais j'ai donné mon accord là-bas, je vais quand même y aller. Mais rassurez-vous, je me suis engagé à faire le postdoc, on a des projets. Comme je vous dis, on fait beaucoup de projets avec l'industrie, donc on s'était engagé sur des projets. J'ai dit, je vais travailler sur les projets. Et vu que une chose qui me caractérise, c'est comme je vous ai dit, je ne me considère jamais comme le meilleur. Mais je me dis, s'il y a un meilleur et qu'il est capable de le faire, moi je peux passer 5 nuits sans dormir et à travailler jusqu'à le rattraper et essayer de faire aussi bien que lui. Donc je suis prêt à travailler pour rattraper. Parce que ce qui est difficile, c'est connaître ses limites. Moi j'essaye à chaque fois de connaître mes limites et d'essayer de les corriger dans la mesure des besoins de ce que je veux faire. Et à partir du moment où j'ai décidé d'aller à Melbourne, mais finalement, l'université m'a proposé un poste de professeur agrégé. J'avais postulé pour un poste de professeur assistant et on m'avait dit que je n'avais pas assez d'expérience, mais là, on m'a proposé un poste de professeur agrégé, ce qui me faisait gagner 5 années de carrière. Et finalement, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est comme ça, l'un dans l'autre, que je suis resté à Montréal et que j'ai commencé comme professeur, en considérant que c'était un challenge nouveau. C'est toujours une question de challenge et d'objectif, et se dire, mais ce challenge, est-ce que c'est quelque chose qui me rend heureux? Est-ce que c'est quelque chose qui me permet de suivre le fil conducteur? Parce que notre vie, c'est une histoire que nous essayons de raconter. De raconter à nous-mêmes d'abord, puis aux autres. Et dans mon cas, ce qui m'a toujours passionné, c'est trouver l'intersection entre le domaine de la construction, les technologies de l'information et la gestion de projet. Pourquoi? Comme je vous dis, j'ai travaillé sur des projets de construction, on avait des problèmes récurrents. Et mieux, on avait des problèmes, moi j'avais une perspective d'ingénieur. Je ne m'entendais jamais avec les architectes. On ne s'entendait jamais sur des choses aussi simples. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas comprendre ça? Et j'imagine qu'ils se disaient la même chose. Et à un moment donné, j'ai profité de Senghor pour faire ma maîtrise en gestion de projet, pour avoir une perspective de gestion de projet. Et j'ai fait mon doctorat en sciences de l'architecture pour côtoyer des architectes et avoir leur perspective. Et ça m'a donné un profil unique, multi-perspective, parce que c'est aussi ça. Il faut toujours garder l'esprit ouvert dans ce que vous faites, parce que parfois, vous pouvez être convaincu d'avoir raison, mais c'est dans votre perspective que vous avez raison. Et de plus en plus, dans votre carrière, votre réussite va aussi dépendre de votre capacité à vous adapter à l'environnement dans lequel vous êtes et à pouvoir collaborer avec les autres en sachant ce que vous apportez. Parce que c'est une construction commune, la communauté, et vous devez apporter quelque chose et être réceptif à ce que les autres apportent, et de manière à pouvoir apporter quelque chose à la communauté. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, on voit quand même que si quelque part on vous a proposé plus que vous aviez demandé, c'est que vous aviez produit des éléments tangibles de résultats qui quand même permettent de rassurer que dans votre position actuelle, vous allez probablement relever des challenges plus intéressants et c'est ça qui a fait probablement, c'est au résultat que finalement vous avez été gardé, je dirais. Oui, mais de toute façon, moi, on m'a toujours confié des responsabilités. Pourquoi? Parce que à la fin, je suis capable de livrer. Les personnes qui veulent vous confier des responsabilités
veulent pouvoir avoir des résultats. Si on me confie une responsabilité et que il y a une situation et que je suis capable de dire « Oh, c'est à cause de telle chose que je n'ai pas pu avoir le résultat », mais la seconde fois, la personne va réfléchir à 2 fois avant de te confier la responsabilité. Donc moi, je fonctionne d'une certaine façon. C'est pour ça qu'en introduction, je disais, c'est toujours une question d'objectif. Il faut se fixer des objectifs et essayer de les atteindre en mobilisant les moyens. Des fois, on a les moyens et d'autres fois, il faut aller chercher des moyens supplémentaires, des ressources supplémentaires en termes de connaissances, en termes de partenariat, etc. Mais à la fin, ce qui est important, c'est d'atteindre le résultat. Atteindre le résultat et moi, j'essaye à chaque fois de challenger un peu mes étudiants, de les challenger et de les pousser le plus loin qu'ils sont prêts à aller. Parce que on a tous tendance à rester dans notre zone de confort. On a tous tendance à rester, à dire « Ok, on ne peut pas faire plus que ça ». Mais le problème, si vous voulez aller plus loin, vous êtes obligé de travailler plus que les autres. Vous êtes obligé de vous démarquer des autres. Et la meilleure façon de le faire, c'est par les résultats. Merci. Monsieur Oussou, par les résultats, on vous voit aujourd'hui chef département BAI. C'est ce que vous avez, c'est votre fonction officielle, mais on sait que vous êtes directeur général de la CIMO, vous êtes le PCA de la SB2E, vous êtes le PCA de la NPT. Comment vous arrivez à vous organiser dans une journée de salariés, vous? Comment vous arrivez? C'est pas si compliqué. Allez-y. C'est pas si compliqué parce que il faut être organisé. Oui. Il faut savoir définir les priorités. Et lorsque vous êtes orienté résultat, vous priorisez. Vous savez donc, en tant que leader, donc chef d'équipe, vous ne faites pas tout ça seul. Vous faites référence à différentes fonctions. Effectivement, je n'aime pas étaler tout cela. Je participe à peu près 13 conseils d'administration. 13. Entre des agences publiques, des conseils d'administration d'institutions internationales et de sociétés. Et je suis également dans l'exécutif, effectivement, où je suis administrateur directeur général d'une société, c'est la plus grande société immobilière au Bénin. C'est à peu près 1,5 milliard d'euros de portefeuille de projets en ce moment. Vous voyez. Et donc, en face, c'est des acteurs de différents profils, différents challenges. Et de l'autre côté, il faut pouvoir conduire le département et être là à observer et à challenger les propositions qui viennent des ministères et qui doivent tomber sur la table du chef de l'État et être à ses côtés, donc dans l'antichambre, pour tout ce qui est conseil des ministres, etc. C'est assez difficile. Mais quand vous êtes appliqué, organisé, et l'esprit ouvert avec une équipe ou des équipes que vous coordonnez, que vous mettez en place, que vous formez, et vous mettez les principes de travail en place, en réalité, la chaîne de résultats se déroule tout seul et au bout, on a tous 24 heures, mais vous pouvez travailler pour 3, 4, 5 personnes sans être fatigué. C'est ce que je peux dire. Mais ça ne s'invente pas. Ça se construit, ça se travaille sur des années. Donc vous devez être polyvalent, vous devez être multitâche aussi. Multitâche. Et savoir apprendre rapidement, savoir également faire les synthèses utiles et avoir l'esprit ouvert, créatif et le sens même de l'observation et je dirais l'intelligence même dans les rapports. Parce que dans un milieu aussi compliqué que la présidence, vous y êtes passé, vous en savez quelque chose, il y a plein d'intrigues.
Donc, on vous consulte pour, disons, des sujets techniques, mais ces sujets ont des implications. Donc, il faut savoir lire, il faut savoir anticiper et se remettre aussi en cause pour pouvoir faire passer ces idées et surtout réaliser les missions qui vous sont confiées. Alors, quand vous êtes plusieurs responsables et que vous arrivez à délivrer les missions, les résultats qui vous sont assignés, en fait, le manager, il n'y a pas d'amis, hein? Les chefs n'ont pas d'amis en réalité. Ok? Ils s'associent ceux qui les aident à réaliser leurs résultats. Ouais. Et lorsque vous obtenez les résultats, en fait, les missions se multiplient, s'accumulent, etc. Donc pour ces différentes positions, moi je n'ai pas demandé. C'est parce que on sait qu'avec vous, on a le résultat. On sait qu'avec vous, il y a la confiance. Et donc, on vous en rajoute. Mais pour tenir, il faudrait que vous soyez bien appliqué, que vous teniez en tant que personne, donc équilibré. Et en cela, les ressources sont à chercher également dans votre être, dans votre famille, et tout ce qui vous permet vraiment d'être équilibré et d'assumer les fonctions. C'est fondamental. Donc vous devez avoir des croyances et travailler sur des valeurs, des choses claires. Moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont dans mon entourage, vous allez assis la ci, on va vous dire non, il est en mesure de faire A, mais B, il ne peut pas faire ainsi de suite. Donc, il faut être transparent dans la vie aussi pour pouvoir évoluer. Mais j'insisterai sur le fait que dans tout ça, il faut savoir réellement ce que l'on veut. J'insiste, c'est ça qui fait de vous vraiment l'entrepreneur de votre vie. Moi, j'ai été dans une institution employée d'un jour. J'ai fait tous les tests de recrutement pour entrer Risk Manager à Ecobank. J'ai eu mon contrat, je suis rentré, j'ai passé la journée, je suis arrivé à 7h45, on m'a montré mon bureau, on m'a fait faire le tour. Autour de 10h30, je suis revenu dans mon bureau, le bureau qui m'a été affecté, et je me suis concentré, je me dis, mais Achille, qu'est-ce que tu cherches? J'ai fait mon exercice, ça a duré 1 heure. À midi, j'ai pris la décision de ne pas continuer. J'ai mangé avec mon épouse, je dis, ça, c'est pas mon milieu, parce que je ne me suis pas senti. Non, réfléchi, etc. Je suis resté l'après-midi. À la descente, à 18h, je suis passé aux ressources humaines. J'ai cherché à voir la directrice qui m'a recruté. Elle était très chaleureuse que je lui raconte ma première journée. Je lui ai raconté, mais je lui ai dit que j'étais au regret de lui dire que demain je ne viendrai pas. Parce que je ne peux pas continuer et tout ça. C'était comme un scandale. Parce que derrière, j'ai fait une analyse toute simple. Moi, je suis macroéconomiste, c'est vrai, j'ai fait une spécialité banque-finance, etc. Mais me retrouver dans une banque commerciale où il n'y a pas d'études à faire, il y a à s'occuper de dossiers de clients, etc., de micro-clients, je dis, c'est pas mon affaire. Mais le salaire était intéressant. Vous voyez. Donc, je donne cet exemple pour que nous ayons le discernement, le recul et ne pas prendre tout ce qui vient à vous aussi. Plus tard, c'est mon histoire avec les banques, peut-être plus tard, lorsque je me suis retrouvé à la Banque centrale, c'était un peu les mêmes histoires. Mais là, j'ai pu avoir
la possibilité de faire de la macro, de faire de l'analyse économique, etc., et d'y évoluer comme je l'entendais. Mais toujours avec mon objectif de dire, ben, écoutez, il faut que je sois utile. Utile parce que c'est peut-être influencé par mon histoire personnelle, ou partie du village, ou venant d'une famille assez modeste. Et le challenge familial étant déjà que, écoutez, il ne faudrait pas qu'on ait une lumière et qu'on l'enferme, que chacun de nous déjà doit apporter. Cela m'a poussé à aller le plus loin possible. Donc vous devez avoir ce type de sentiment, savoir ce que vous voulez. Vous devez aussi avoir des repères, c'est fondamental dans la vie. Et moi, dans mes différents domaines, j'ai des gens, j'ai des mentors, j'ai des modèles que je regarde et je dis, ben, je dois faire mieux que toi. Et donc, il y a cet adage-là, clairement, que entre nous, il faut faire mieux que bien. Okay? L'autre a fait bien, mais je vais faire très bien, mais mieux. Et donc, cet esprit de challenge aussi justifie, voilà, que devant la difficulté, on n'est pas fatigué. Et on peut faire une chose à la fois, pourvu que l'on soit ordonné. Il faut être logique dans la vie. Il faut être logique. Et je ne pense pas que dans la vie des entrepreneurs, notre aîné de ma droite le dira, il n'y a pas plus que ça. Parce que de cette position, même en tant qu'agent public, dans une certaine mesure, j'ai été amené à créer plusieurs sociétés. Plusieurs sociétés, okay, qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont des entités publiques, mais à vocation économique, okay, qu'il faut structurer, tourner, mettre en route, et donner les résultats qu'il faut, etc. Je suis, par ailleurs, conseiller de plusieurs groupes. Ça m'amène finalement moi-même, avec aujourd'hui mon fils que j'entraîne à cela, à créer une boîte privée à temps perdu, à faire telle chose. Et je peux vous dire que même de loin, okay, sur les dernières années, on a pu, je dirais au titre de l'année 2021, par exemple, les bilans seront déposés, c'est presque 300 millions de chiffre d'affaires. Okay, toujours en indiquant, faites ci, faites cela. Donc, l'esprit, je dirais comme le doyen, que l'entrepreneur, c'est un esprit. Il faut vraiment être donc, dans la bonne disposition et on peut réussir. On peut réussir. Donc, organisez-vous. Essayez de travailler sur votre, aujourd'hui, formation, votre parcours académique. Alliez-le à vos objectifs personnels. Entourez-vous de bonnes personnes. Recourez aux conseils qu'il faut. Et vous devez pouvoir réussir tant en entreprise individuelle, si vous choisissez ce chemin, ou sur votre parcours professionnel auprès d'institutions. Voilà. Merci. Monsieur Diabada, la question que je souhaiterais vous poser, finalement, lorsque vous aviez 2 brevets, 3 brevets, 4, 5, 10, qu'est-ce qui allait vous suffire? Pourquoi ne vous dites pas, je m'en arrête là, et vous retrouvez toujours, vous avez envie d'aller plus loin? Finalement, qu'est-ce qui donne cette envie de ne pas vouloir s'arrêter? Bon, pour répondre à votre question, comme vous êtes dans le domaine, bon, si vous voulez, c'était un domaine un peu spécial où je me trouve, parce qu'un domaine, c'est vrai, entrepreneur privé, mais quand même, il y a un côté recherche et développement. Et dans la recherche, il n'y a pas de limite de temps ni d'esprit. Tout le temps. Et je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut arrêter. Mais arrêter comment? Je vais vous raconter rapidement l'histoire de mes brevets aux États-Unis. Ça concerne 5 nouvelles variétés d'artichauts. C'est peut-être banal, mais la pièce pèse 1 kg.
Et en Amérique, tout ce qui est grand, c'est bon. L'autoroute, c'est grand, le building, c'est grand, hein. Tout est grand. Même eux, il faut. Bon. Pour des raisons, j'ai essayé. Quelle est la réussite d'un brevet? C'est de le vendre. Comme vous êtes entrepreneur, pas forcément on investit beaucoup d'argent, mais on investit beaucoup de soi-même. C'est des années d'échecs, et d'un coup, la réussite arrive, on obtient le résultat, on a dans nos petits projets, on dit voilà, on a une hypothèse, on arrive ou on n'arrive pas. Donc, à la fois, j'avais la chance d'être entrepreneur et dans la recherche, ce qui m'a aidé à avoir les choses, une vision peut-être un peu plus élaborée. Quand j'ai obtenu ces résultats, comme j'ai dépensé pas mal d'argent, il fallait quand même avoir le retour. Parce qu'un brevet qui n'est pas appliqué, c'est rien. Pour des raisons que j'en passe, en France, je n'ai pas pu réaliser la coque que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un dossier de 3 pages, et croyez-moi, c'est vrai, 3 pages. J'ai pris l'avion de Barcelone, New York. Avant, j'ai téléphoné à l'attaché commercial du consulat général de France à New York. Je me suis dit, je souhaite avoir un emploi. Pour quelle raison? J'ai dit pour des raisons d'affaires. Il m'a dit, ok. Je suis arrivé à New York, j'étais dans un hôtel 2 étoiles, parce qu'à New York, les hôtels sont horriblement chers. Et je suis allé voir monsieur l'attaché. Il m'a dit, écoutez, monsieur Ronda, vous demandez à une entreprise américaine pour y discuter avec. Vraiment, vous avez beaucoup de courage parce que les États-Unis, il y a énormément d'entreprises. Je ne dis pas ça pour dire que je suis le plus fort, c'est pas ça. C'est seulement pour vous dire qu'il faut vraiment être ardent. Il faut s'accrocher. Et il m'a dit bon courage parce que Romplan, que j'étais avec eux, Romplan, c'est une grosse société à Lyon, ils n'ont pas pu réaliser leur business en États-Unis. Bon, il m'a donné un rendez-vous pour une entreprise, il m'a dit il y en a 2 dans votre domaine. Une société américaine et une société italienne. J'ai opté à l'américaine. C'est une société familiale. Parce qu'une société familiale agricole, elle a un sens de valoriser les choses plus. J'ai pris l'avion, je suis allé voir le PDG et je lui ai mis le dossier de 3 pages avec les photos de produits. Lui, il était 5e producteur d'artichauts aux États-Unis. Assez grand quand même. Et je lui ai dit 2 mots. Je suis resté 5 minutes avec lui ici. C'est moi qui ai resté 5 minutes, pas lui, moi. Je lui ai dit, voilà, je suis là pour faire une collaboration à long terme, pas un coup, monsieur. Je ne viens pas vous vendre un projet, je souhaite avoir une collaboration. J'ai pris ma bagnole, j'ai loué une voiture à l'aéroport, je suis parti, j'ai trouvé ce monsieur Steve Jordan, derrière moi, il m'a dit, vous ne voulez pas manger de bonne viande, qu'on puisse discuter ensemble au restaurant. Et c'est à partir de là, j'ai dit ok, parce que moi j'étais clair. D'un coup, je lui ai donné le produit qu'il voulait, sans trop de blabla, être objectif et attendre le résultat. Et le résultat n'a pas tardé, dans les 5 minutes, il était derrière moi, parce qu'il a senti. Aujourd'hui, pour ne pas être long, la société Baroda Farm en Californie, à côté, il y a 60 miles de Los Angeles. Aujourd'hui, ils ont le 2e producteur d'artichauts grâce à mes brevets. Ils ont acheté le brevet ou exclusivité. Les Américains travaillent exclusif, moi uniquement. Pendant 15 ans, que je n'ai pas le droit de donner mon brevet à quelqu'un d'autre. Ils ont respecté leur engagement de propriété industrielle parfaitement. Ce qui donne, comme les États-Unis, un poids. Si un jour dans l'avenir vous travaillez, les États-Unis c'est quand même très costaud, ce qui n'est pas le cas ni en Europe, ni en Afrique. En États-Unis, c'est mortel, hein, le propriétaire, ça, on ne joue pas avec. Ils ont réalisé un contrat, et aujourd'hui, il devient 2e producteur des États-Unis entiers, et il plantait 2000 hectares de mes variétés. Et je suis envolé avec lui avec son hélicoptère, là, c'est magnifique de voir votre résultat appliqué sur le terrain. Après, aujourd'hui, j'ai de la chance. Vous posez la question, comment je me connais? Je continue différemment, je connais différemment. Parce que j'ai les 3 entreprises, quand même, c'est une charge assez lourde.
Bon, la réussite, c'est quand je vendis mes entreprises avec un plus-value. Bon. Pour moi, c'était une réussite. Aujourd'hui, je suis consultant. Je pars dans des missions assez ciblées, soit pour monter ou aider de monter des projets agricoles ou de missions d'expertise. Et à l'occasion, je dois, si vous me donnez le temps, 3 minutes, dire en Afrique, mon rêve, que les jeunes comme vous, vous êtes tous des pays africains, l'Afrique reste jusqu'à aujourd'hui agricole. Agricole, agricole. Mais comment? Malheureusement, avec l'évolution des choses, on devient plus en plus monoculture. Bon, c'est comme ça. Avec des multinationales assez puissantes. Mais tout ça, c'est pas grave parce qu'un entrepreneur peut s'adapter et se collaborer et tirer beaucoup d'avantages en travaillant avec des grands. Travailler en grand, mais il faut, vous avez une caractéristique à vous, une personnalité. Qu'est-ce que vous allez rajouter de plus en parlant avec un grand? Un grand, il ne vous coûte pas si vous n'avez rien dans la poche. Mais si quelqu'un de vous arrive dans un petit village, il y a 15 agriculteurs, il ne faut pas leur dire, voilà, on va rentrer des ordinateurs, des machines. S'il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec des ordinateurs, des machines de haute technologie? Essayez de lui donner, par exemple, une pompe à eau avec une photocelle ou un truc solaire. Vous, quand vous montez, il faut quand même chercher la technologie adaptée à la situation. Je suis contre la haute technologie, on ne l'utilise pas. Moi, je l'ai vu dans certains pays africains, de box dans des dépôts, de machines de très haute technologie, mais ils sont dans les box. Or, je préfère une pompe pour sortir l'eau à la main, mais qu'on l'utilise. Aujourd'hui aussi, quelqu'un de vous arrive dans le village, il y a 15 producteurs. Je vous donne un exemple, comment on peut créer une entreprise. Vous arrivez dans un village, il y a 15 producteurs de bananes, ou peu importe. Chaque producteur, il a un problème de marketing. Les paysans, ils savent planter très bien, mais ils ne savent pas commercialiser. Ils ne savent pas vendre. Vous, même si vous n'êtes pas spécialiste dans l'agriculture, c'est pas grave. Vous allez entourer de façon directe ou indirecte par quelqu'un compétent dans le domaine. Mais organiser, par exemple, une sorte de coopératif, regrouper les petits paysans ensemble, ça forme une force pour négocier avec les multinationales. Aussi, quand vous êtes regroupés, l'agriculture aujourd'hui c'est une industrie, c'est pas un tac tac tac, c'est input-output. Qu'est-ce que je rentre, qu'est-ce que je sors? Comme une machine. Je rentre de je ne sais pas quoi, ça sort chocolat. Donc, voilà, comme ça, on peut créer, étudier le marché, il a besoin de quoi? Et comment je peux tirer davantage? Comment je peux être intéressant dans les marchés? Comment je peux me vendre? Il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut savoir se vendre et créer quelque chose que le marché il en a besoin. Et vous allez trouver toute l'autorité publique derrière vous, une fois que vous avez fait preuve dans un exemple limité et un objectif réalisé avec des résultats positifs, là le pouvoir public il va vous écouter, il va vous soutenir. Il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'aides, mais on ne peut pas donner les aides à n'importe qui et dire oh, aidez-moi pour soutenir faire une entreprise, c'est trop facile, trop facile. Il faut s'emmerder dans sa vie d'abord et voir les choses. Et une fois vous avez fait preuve de quelque chose, là, c'est le commencement. Voilà, ça c'est mon avis. Je retiens qu'il faut s'emmerder dans sa vie professionnelle d'abord, développer son employabilité et après vous... Donc, la plupart d'entre nous, quand vous passez par ici, vous êtes préparés à servir dans les grandes causes, à des hautes fonctions, mais on peut dire que c'est dérisoire de ne pas vouloir faire son homework, comme on le dit, que d'espérer que les repos puissent vous arriver pendant que vous êtes au PENA. Merci beaucoup, Monsieur Tchabanda. Le temps avance et je pense que nous allons prendre quelques questions et faire un dernier tour de table parce que Conrad doit
prendre la route de l'aéroport dans un instant et il va falloir qu'on puisse le libérer. Donc, Gaël, bienvenue. Vous allez m'aider avec un des micros ici. Et nous allons prendre une série de 5 questions, si vous le souhaitez, chers amis. Et si vous en aviez, oui, ici, déjà, allez-y. Soyez précis. Ok, merci. Et bref. C'est Mamadou Bobari de la République de Guinée. J'ai fait JMP, Gouvernance et Management Public. Oui. J'ai des questions. La première s'adresse à professeur Bouton. Oui. Je vais dire qu'après avoir été auditeur à l'Université Senghor, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés si vous voulez continuer en recherche? La deuxième question s'intéresse à Dr Oussou. Pour avoir passé 10 ans à l'international, surtout dans le système des Nations Unies, et avant de rejoindre votre gouvernement pour servir le pays, est-ce que pour nous, auditeurs à Senghor actuellement, quand vous posez la question, je crois que 80% vont dire que nous préférons travailler dans le système des Nations Unies, en sachant que nous avons un contrat psychologique avec Senghor, c'est de se retourner servir le pays. La question, est-ce qu'il faut-il commencer à l'international pour se retrouver au pays, ou bien il faut commencer par le pays pour se retrouver à l'international? Merci. Merci. Deuxième question. Alors, merci. Ma question, je l'adresse à Dr Oussou. Alors, le secteur de... Je dirais... Bon, en tout cas, je voulais parler de la création d'un cabinet conseil beaucoup plus dans nos pays africains, parce qu'on sent que habituellement, quand nos États ont des grands projets et ils font appel à des cabinets extérieurs pour la maîtrise d'œuvre, il est difficile d'en trouver sur place au pays. Et aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour nous, jeunes, puis bientôt dans la sortie de Senghor. Je me dis, si par exemple, moi, en tant que jeune diplômé, je sors de Senghor et j'aimerais me lancer dans ce domaine, pour créer un cabinet conseil, comment je vais me prendre? Voici une... Gaël, oui. Après, il faut aller peut-être un peu en profondeur pour que ça ne soit pas que ceux qui sont devant qui aient posé des questions. Allô, oui. TV Anderson, département environnement. Oui. J'ai 2 questions. La première question pour monsieur professeur Conrad, j'espère que je prononce bien, c'est que en fait, vous avez commencé à travailler dans votre pays et après vous avez dit que vous n'étiez pas totalement satisfait, il y avait des défis à relever, mais aujourd'hui vous êtes à l'international, donc vous n'êtes plus au pays. Ça rejoint un peu la question de Barry. Finalement, est-ce qu'on reste à l'international ou on reste au pays pour pouvoir profiter, contribuer au changement dans nos pays? C'est la question. Pour vous, M. Oussou aussi, qui n'était pas aussi satisfait dans beaucoup d'emplois qu'il a occupés dans le passé, et finalement, il retourne aussi au pays pour continuer à travailler. Moi, je veux savoir, là où on crée l'impact, c'est au niveau des emplois publics, parce que là, vous travaillez pour la présidence de la République, donc dans l'exécutif, ou bien, quel que soit le niveau où on se trouve, on peut contribuer à créer cet impact, ce changement dans nos pays. Merci. Encore 2 personnes. Allez un peu loin, s'il vous plaît, pour que ça ne soit pas que ceux qui sont devant qui a posé une question. Oui, et Madame Roux me dit qu'on n'a pas eu de femme qui pose de questions. L'égalité, il faut la saisir. Oui. Christy, c'est ça, hein? Christy à Madame, Christiane, à Apollon. Madame Marianne Roux. Oui. Oui, exactement. Est-ce que en tant que femme, vous n'avez pas eu de contraintes de la société par rapport à votre position dans l'évolution de votre carrière? Très bien. Une dernière femme pour qu'on fasse 3-2. Même si à l'université Senghor, il y a plus de filles que... Il y a plus de femmes que d'hommes, je dirais. Pour cette promotion, il faut bien préciser. Moi, ma question s'adresse à M. Chagbalandar. Oui. En fait, chez les jeunes Africains, il y a pas mal d'idées, surtout par rapport au brevet, par rapport aux technologies.
pour les breveter, c'est assez compliqué. Déjà, pour le développer, ça demande beaucoup de moyens et les opportunités ne s'offrent pas tout le temps aux jeunes. Ensuite, on a eu pas mal d'expériences où vous présentez votre projet et bon, soit on vous vole le projet, soit la personne qui veut s'associer à vous veut avoir le dessus sur le dossier en réalité. Donc, quels sont les conseils que vous nous donnez par rapport à ça, par rapport au développement des technologies et la recherche d'opportunités en fait? Merci. Merci. Et on te demande de s'en arrêter là. Après, voilà. Donc, chers membres du panel, on va commencer par qui? De l'autre côté. Oh, ok. Conrad va répondre. Et on va faire le tour quand même. 2 minutes par intervention. Je retiens 2 questions. La première question, c'est comment faire un doctorat après avoir fait Senghor? Ce que ça prend, c'est une université, c'est un professeur qui vous encadre et c'est du financement. C'est ce que ça prend. Après, c'est toujours difficile. Moi, dans mon cas, je vous donne mon exemple pour que vous puissiez. Dans mon cas, j'avais identifié l'université, j'avais identifié quelqu'un pour m'encadrer et j'ai profité de mon stage pour rencontrer la personne, j'ai parlé. Et finalement, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'un doctorat, c'est trop compliqué, on ne te connaît pas assez, et oublie ça, quoi. Donc, voilà. En gros, je suis revenu et j'ai eu la chance, à l'époque, je cherchais, c'était à Nancy, donc je cherchais quelqu'un à Nancy et j'ai fouillé, j'ai trouvé que le professeur Thierry Berdel venait de l'université de Nancy. Donc, je suis allé le rencontrer, voilà, je lui ai dit, je cherche à faire un doctorat et on m'a dit, etc. Et il m'a posé quelques questions, on a discuté un peu, je lui ai parlé de ce que j'essaye de faire. Et après, je ne sais pas, il a envoyé un message à quelqu'un pour lui expliquer, voilà, j'ai discuté avec cette personne, il a envie de faire un doctorat, j'ai discuté avec lui, je trouve qu'on peut compter sur lui. Et finalement, ils m'ont réécrit pour me dire, ok, on va monter un dossier pour essayer de trouver du financement, on ne te garantit pas que ça va fonctionner, mais moi j'ai dit, ok, c'est une chance, quand tu me donnes une petite chance là, moi je vais travailler très très fort pour saisir la chance. Et j'ai eu la chance, ça a fonctionné et c'est comme ça que j'ai fait le doctorat. J'en profite pour dire merci au professeur Berdel, sans qui ça ne se serait pas passé. Voilà, donc c'était ça. Après, l'autre question qui est très intéressante, c'est est-ce que finalement, parce qu'effectivement, mon objectif c'était de résoudre des questions récurrentes qu'on avait chez nous et je partais du principe qu'en Occident, c'était des questions réglées et qu'il fallait juste aller apprendre comment ça se fait et essayer de l'appliquer. Et à l'époque, on parlait d'applicabilité. Donc, j'avais fait tout un projet et finalement, ce qui est difficile, c'est que on est des humains et on a envie de contribuer à la communauté et à faire des choses. Et on va le faire à partir de la position qui nous permet d'avoir le plus d'impact ou de possibilités. Et pour faire court de cette histoire, quand j'ai fini mon master, je suis rentré au Bénin. Hein, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. J'ai été faire le doctorat. Après ça, après le doctorat, je suis rentré au Bénin aussi. On m'a proposé un poste au Luxembourg, j'ai refusé. Je suis retourné au Bénin pour travailler au Bénin. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, mais maintenant, je suis certain que c'est à ma retraite que je pourrais retourner au Bénin pour essayer de faire quelque chose, quoi. Parce que j'ai compris la leçon, j'ai compris le message. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes un humain, vous allez le faire, vous allez faire les choses en fonction des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça ne sert à rien de dire je rentre au pays forcément et c'est ce que je vais faire parce que après il faut que vous vous développez aussi et c'est là où je vous dis. Et aussi n'oubliez pas, j'ai parlé au début de l'échec. Les échecs, il faut toujours rebondir de chaque échec et en faire un vecteur de transformation pour aller plus loin. Et pour finir, je vais vous donner l'exemple d'un de mes étudiants qui, pendant qu'il finissait son projet avec moi,
a décidé de créer son entreprise. Il a décidé de créer à partir d'une idée d'un mur intégré, thermique, parce qu'au Canada, les variations de température font en sorte que l'enveloppe du bâtiment, c'est très important. Et son idée, c'est créer un mur qui fonctionne et qui soit facile à installer. Ils ont travaillé et à la fin, il a fait un prototype du mur. Le prototype a été fait au moment d'installer le prototype. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué à installer que les murs ordinaires. Et on a essayé, finalement, c'était un échec, il était vraiment désolé. Et en discutant, il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait en sorte que le mur n'a pas pu être installé? On s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas compatible avec les façons de tracer que les arpenteurs utilisaient. Et il a eu l'idée de créer un appareil de projection laser qui changeait totalement la façon de tracer, et au lieu d'utiliser des fils, etc., il a fait développer son idée, et finalement, son idée a été acceptée à l'incubateur de l'ETS, et aujourd'hui, il fait partie des 10 entreprises technologiques les plus prometteuses au Québec. Son entreprise vaut des millions de dollars. C'est parti d'un échec. Il aurait pu s'asseoir et dire « Oh, j'ai échoué », mais il s'est posé des questions. Je vous donne juste cet exemple, je finis là-dessus parce que je trouve que ça montre plusieurs choses. Ça montre le fait qu'il ne faut pas s'arrêter sur un échec, mais également, il faut toujours être résilient. Plus c'est difficile, mais plus il faut rester debout, parce que ça fait partie de la sélection. Beaucoup de gens vont se coucher. Vous restez debout et vous essayez, comme le doyen l'a dit, moi j'ai quelques personnes à qui, dès que je me retrouve dans une situation de choix, je leur envoie un message pour leur dire, à ma place, qu'est-ce que vous feriez? En général, les gens vont vous dire, c'est une décision personnelle, on ne peut pas te conseiller, mais c'est dans le mais qu'il faut arriver à lier entre les lignes. Merci. Merci. Madame Roux, les contraintes liées à votre rôle de Alors, moi, j'ai femme. pas l'habitude de penser forcément, parce que je suis une femme, j'ai moins d'opportunités, je suis une victime, mais il faut reconnaître la réalité des faits. Voilà, il y a des... Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler il y a 13-14 ans. Donc à l'époque, en plus, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, MeToo, machin, on ne parlait pas du tout de comment l'éducation genrée impactait, mais je me suis retrouvée, je me rappelle, j'étais jeune stagiaire, jeune salariée à des réunions où en fait, on ne m'adressait pas la parole. C'est-à-dire que parce qu'il y avait un homme de 50 ans qui s'adressait à un conseiller du président et qui estimait savoir des choses mieux que moi, alors que moi, il parlait d'une structure dans laquelle j'avais travaillé, je trouvais ça hallucinant. Mais moi, j'ai essayé et vraiment, j'étais là, pardon, et voilà, et j'étais avec ma jeune stagiaire à l'époque, je me rappelle qu'elle était déjà très féministe et tout, et elle était totalement vent debout, en me disant mais c'est inadmissible et tout, et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas eu de la répartie, pourquoi j'ai pas su m'imposer? Et après, au fur et à mesure, dans plusieurs autres positions, je me suis rendu compte que les managers utilisaient ça, et je me rappelle avoir entendu les jeunes trentenaires femmes, moi je les embauche parce qu'elles sont corvéables à Messi. En fait, elles ont tellement envie de réussir, tellement envie de prouver qu'on est prête à accepter des choses que des collègues masculins ne feraient jamais. Et ça, c'est vrai qu'en discutant avec des hommes, on s'est dit, mais attendez là, pour le même boulot, en fait, lui, il gagne 200-300 € de plus, et il fait pas ça. Et en fait, parce que, tout simplement, on va dire, ah mais non, c'est parce que, oui, on a une grille de salaire, mais c'est que t'as mal négocié ton salaire. Parce que voilà, c'est la force de persuasion. Donc si tu n'es pas capable, toi, de dire « Ah ben moi, je demande 2300 €, si tu te dis « Bon, on t'offre 2000 €, est-ce que tu acceptes ?» et tu dis « Oui, ben voilà, il faut t'en prendre qu'à toi. » Donc c'est vrai que maintenant, il y a des entreprises qui changent, qui ont des chartes d'égalité de genre, mais vous êtes confrontés à ça et maintenant, il faut apprendre aussi notre valeur, et ça c'est très important, je pense, en tant que femme, parce qu'on n'a pas assez confiance, on a une capacité, je pense, d'acceptation de choses qui sont inadmissibles assez impressionnante. Et on garde ça sur nous. Et puis si après on va revendiquer des choses, on a l'impression qu'on passe un peu pour celle qui est jamais contente, celle qui est jamais satisfaite. On va être un peu perçu comme elle la ramène toujours. Alors qu'un homme, il va pas être un homme, on va dire mais il est plus persuasif, il est plus tenace, tandis qu'une femme, elle va être c'est toujours des connotations négatives.
Alors que voilà, on va dire toujours, oui, les femmes managers, elles sont très dures, très sévères, alors qu'un homme, lui, il a une autorité naturelle. Donc moi, je pense qu'il faut pas... il faut essayer de sortir au-delà, il faut vraiment cultiver la confiance en soi. Et ça, voilà, vous n'êtes pas dévalorisé parce que vous êtes des femmes, vous n'avez pas à jouer de votre féminité pour avoir des choses en plus. Non, vous avez juste besoin d'être assuré autant qu'un homme, en fait, et il n'y a pas du tout de problème. Il ne faut pas se censurer. Voilà, je pense que l'autocensure est est quelque chose qu'on fait souvent en tant que femme, même de manière inconsciente. Mais voilà, parler de salaire, être forte dans des négociations, c'est pas des qualités qui vont vous dévaloriser, au contraire. Et les gens peut-être vont plus vous respecter si vous vous imposez. Alors c'est sûr qu'au début, quand on commence ou quand on est étudiante, c'est difficile, on ne se sent pas légitime. Mais après, voilà, vous apprenez et je pense que le plus tôt, vous vous rendez compte de ça et vous vous opposez à des choses qui ne vous paraissent pas justes, parce qu'il faut vous écouter aussi. Et quand quelque chose, vous dites « Ah mais là, je pense que c'est pas juste ce qu'il me demande, un collègue masculin, on lui demanderait pas ça ». Voilà, faites-vous confiance et n'hésitez pas. Et ça, en fait, ça dépend même, je veux dire, c'est pas que par rapport aux hommes, hein, parce que des managers femmes, elles sont aussi capables. Souvent, elles manquent de collégialité et elles ne vont pas vous pousser parce que vous êtes des femmes. Au contraire, elles vont vous voir comme une concurrente. Et souvent, on voit des femmes d'ailleurs directrices qui s'entourent d'hommes, notamment dans la politique. Donc, je pense que c'est important d'avoir confiance et de ne pas vous dévaloriser à aucun moment. Mais ça, je pense que c'est un conseil très important. Et si je peux rebondir à une question qui ne m'était pas adressée, mais sur la question du jeune homme sur les cabinets de conseil, parce que moi, en travaillant donc en France dans des structures où on avait souvent besoin de partenaires locaux, on avait une grande difficulté à trouver des partenaires fiables, parce que souvent il y a tellement de choses quand on a des projets financés par des bailleurs internationaux ou beaucoup d'administratifs, donc il nous faut vraiment, on a besoin d'experts fiables et quand on ne sait pas, des fois on ne sait pas comment les trouver, on va dire ah bien on va regarder sur LinkedIn, mais souvent ça marche du bouche à oreille en fait quand vous êtes consultant indépendant. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, ça serait peut-être, si vous avez des stages à effectuer, peut-être regarder un peu dans le domaine dans lequel vous voulez travailler, des structures institutionnelles qui travaillent avec des partenaires locaux, et comme ça, vous commencez à vous faire un nom. Puis en fait, après, on va vous recommander, et après, vous serez très vite indispensable, parce que souvent, moi je sais, par exemple, dans le cas de l'Irak, où on avait des difficultés à trouver vraiment des gens fiables, et ça, c'est vraiment très très précieux en fait. Quand vous êtes consultant et on sait que pour ce pays, on a un référent sur ce domaine-là et on sait qu'il travaille bien, en fait, après, vous allez être un peu même débordé parce que tout le monde va vous solliciter et c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi ouvrir un cabinet de conseil. Parce que de plus en plus, maintenant, il y a l'expertise locale dans les projets de développement est une composante essentielle. Moi, je vois là de plus en plus, maintenant même des cabinets basés en Afrique peuvent répondre à des appels d'offres en France. Alors des fois, ils sont un peu désavantagés parce que c'est vrai qu'on demande énormément de pièces administratives, répondre à un appel d'offres, c'est conséquent. Mais si vous pouvez dès le début commencer dans ça, moi je pense que vraiment à terme, il y a énormément de potentiel. Voilà. Merci beaucoup. Achille? Merci. Je dirais qu'il faut saisir toutes les opportunités pour apprendre, développer les compétences, faire son chemin. Il n'y a pas de hasard, il ne faut pas se presser non plus, il faut être patient et apprendre, développer les compétences. Pour moi, c'est les opportunités qui guident la suite. Donc il n'y a aucune... J'aurais du mal à faire un arbitrage entre démarrer dans une organisation internationale ou démarrer au plan national, etc. D'ailleurs, quand vous regardez les exigences des institutions internationales, c'est beaucoup d'expérience au début. Il faut les avoir. Et donc, quand vous regardez même l'histoire des organisations dans nos pays, là, c'est des fonctions publiques que les gens vont prendre les postes généralement. Et donc, je ne dirais pas, non, laissez le pays commencer. Non, ça dépend de l'opportunité qui s'offre à vous. Mais dans tous les cas, sachez que dans votre domaine, vous devez être meilleur, vous devez être bon.
avoir les compétences qu'il faut, travailler, évoluer dans le réseau, c'est ce que je peux dire. Ensuite, la question de être dans une organisation, être à l'étranger ou pas, c'est aussi les opportunités. Mais je peux confirmer que dans une logique géostratégique globale, aujourd'hui, l'Afrique est le continent où tout est à faire. L'Afrique est le continent où la demande en compétences est très très forte. De l'autre côté, c'est des compétences hyper pointues, mais ici, on manque de tout. Tout est à faire. Donc, vous avez beaucoup plus de chances, okay, de vous insérer, d'avoir plus d'impact en Afrique que de l'autre côté. De l'autre côté, c'est très bien, tout a été fait, on peut aller apprendre, connaître les méthodes, s'enrichir, mais les points d'application, c'est encore l'Afrique. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Okay? Pour finir sur la question de cabinet aussi, il ne faut pas se tromper. Dans nos pays, il y a tellement de facilité à la création. On crée, mais le taux de mortalité des entreprises ou des cabinets est élevé aussi. Parce qu'il faut avoir de l'activité. Okay? Et ce qui ferait que vous aurez de l'activité, c'est comme Madame l'a expliqué, il faut avoir l'expérience, donc il faut faire son chemin. Commencer d'abord en tant que consultant individuel, participer à des équipes, et donc il faut aller vers ceux qui ont déjà de l'activité aujourd'hui, s'imposer, et plus tard, vous créez une bonne boîte, mais voilà. Il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur africaine de l'individualisme. Okay? Plus on est nombreux, on est en équipe, mieux c'est. Les vraies choses ne se font pas seules. Et pour y arriver, il faut vous faire confiance. Et je l'indiquais à un groupe hier, c'est maintenant que vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vos ambitions, que vous devez vous donner la main et travailler ensemble plus tard. Vous n'aurez plus l'occasion dans la vie professionnelle de passer autant de temps ensemble entre vous. Donc c'est maintenant. Okay? Si vous devez travailler l'un à une mission où on a besoin d'un consultant en environnement, en santé, etc., c'est entre vous que vous passez le message. Okay? C'est aussi des questions de ressources, d'outils, de méthodes aussi. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, on dit souvent l'essentiel n'est plus de tout savoir, mais c'est de savoir où tout se trouve. C'est cela. Et donc, c'est le network, c'est les moyens et se faire vraiment confiance et dialoguer surtout. Voilà ce que je peux dire. L'Afrique est le continent qui se construit. Merci. C'est ici qu'il faut rester. Oui, merci. Monsieur Tchabada. La question, c'était liée au processus de brevetage et le fait de ne pas faire confiance. Allez-y. Oui. Je parlais du processus de brevetage, c'est-à-dire que je disais que les jeunes Africains ont de belles idées en fait, de projets souvent liés à la technologie, mais qui n'ont souvent pas d'opportunité en fait pour pouvoir le développer. Soit on rencontre par exemple des partenaires qui veulent mettre la main dessus, soit l'idée se fait voler et tout ça. Donc quel conseil vous donnez par rapport à ça et au processus de brevetage un peu rapidement? Bon, en fait, c'est la question de la propriété industrielle. Hein. Bon, quand vous avez un projet, si j'ai bien compris votre question, si j'ai une idée ou quelque chose, comment je peux le protéger, qu'il ne soit pas volé par quelqu'un d'autre? C'est bien ça votre fond de question. En fait, c'est une question qui nécessite beaucoup de prudence. Ça veut dire, au départ, quand vous travaillez sur un sujet, même si vous travaillez en teamwork, ensemble, il faut dès le départ être prudent. Si vous êtes les détenteurs de brevets ou l'idée, signer un contrat simple avec le collaborateur même. Parce que dans la recherche, la question j'ai confiance, c'est pas ça. C'est une question de faire les choses en règle.
Parce que tant qu'il y a un problème, c'est le contrat qui parle. Mais mon ami m'a dit, j'ai confiance en lui. Non, ça ne marche pas. C'est très dangereux. Donc, première chose, est-ce que si vous avez des collaborateurs, ils peuvent comprendre l'engagement qu'ils vont faire avec vous pour sortir un brevet. Deuxième, trouver les partenaires, parce qu'un brevet, il faut les financer quand même, ça ne tombe pas du ciel. Un brevet, c'est des années de travail, et après sortir le résultat, le breveté, par exemple, aux États-Unis, il y en a UPSOT, United States Patent Office and the Trademark. Ça, on ne peut pas, par exemple, aux États-Unis, breveter sans avocat. C'est interdit. On ne peut pas aller soi-même comme ça breveter. Il faut un avocat de breveté industriel. Au moment que vous déposez le projet, vous êtes déjà protégé par la loi, je parle des États-Unis. Parce qu'en France, c'est une autre question, je peux l'avoir compte aussi, rapidement. Donc, au moment où vous déposez le brevet, c'est enregistré à votre nom. Après, il sera accepté ou rejeté par la commission qui les compare. Est-ce que c'est le travail qui est fait avant? C'est autre histoire. Donc, il faut le mieux, c'est être entouré par une compétence juridique dès le départ et préciser les choses. Si vous êtes seul, bon, il n'y a pas de problème, mais ça m'étonnerait qu'on soit seul pour un brevet, parce qu'il faut faire des essais, sur les résultats, analyser les résultats, mettre l'application, bon, plein de choses. Être poitiers. En France, aux États-Unis, ça prend entre 8 à 12 mois pour protéger un brevet. Et ça dure 25 ans. Vous êtes protégé pour 25 ans. Et en France, c'est différent. En Afrique, je ne sais pas, je pense qu'on est en retard un petit peu dans la question de propriété intellectuelle, parce que ça existe. Ici, en Égypte, par exemple, si vous avez quelque chose, parce qu'on peut protéger nombre de trous mondialement. Hein? En Égypte, c'est l'Académie des sciences qui s'en occupe au Caire de ce projet. Vous êtes de quel pays? Sénégal. Je pense que le Sénégal, il y a quelque chose. Je pense. Le Sénégal et Côte d'Ivoire, ils ont développé déjà des départements pour la propriété intellectuelle. Mais je ne sais pas à quel niveau. Hein, mais j'ai entendu parler. Donc, voilà. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ce n'est pas une question que je ne fais pas confiance. J'ai fait les choses en règle. Dès le départ. Brevet, ça vous engage. Si ça marche, ça fait beaucoup d'argent. Et vous dépensez déjà beaucoup d'argent. Mais au moment que vous allez collecter l'argent, si quelqu'un d'autre à côté qui a sauté, qui dépose le brevet avant vous, vous êtes grillé. Et vous prenez tout votre argent que vous avez aussi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Donc, malheureusement, le débat est intéressant, mais les questions de contraintes temporelles, ce que je vous suggère, et si vous aviez des questions, d'autres éléments, vous pouvez nous les adresser par mail. Nous allons les envoyer vers les panélistes qui sauront vous revenir par écrit dessus. De toutes les manières, les actions d'éveil et d'incitation à l'entrepreneuriat, ça serait périodique. Nous venons de commencer, de réaliser le défi du tout premier. Et la thématique était devenir entrepreneur de soi pour dynamiser son parcours professionnel. Oui, oui. Madame Roux, oui, je voulais savoir si combien d'entre vous voulez être entrepreneur. Voilà. De toutes les manières, c'est optimiste. Et pour aller plus loin, pourquoi nous vous parlons ce soir, c'est de vous dire, vous pouvez aussi être salarié, mais tout en étant entrepreneur. Vous voyez, moi je suis ici, je travaille en tant que salarié, j'ai mon patron qui est en face de moi, mais j'ai le sentiment que je suis un petit entrepreneur. Si on raconte même l'histoire de cette petite conférence, vous verrez que c'est probablement une dynamique entrepreneuriale qui lui a donné cette forme-là. Et c'est pour ça que je voudrais que nous applaudissions Bienvenue, qui a pu organiser tout ça, grâce à qui a travaillé et tout ça, etc. Je remercie le recteur Vedel qui a mis son réseau, son carnet d'adresses à disposition. On lui fait aussi un banc pour que nous avons terminé.
Donc, merci à toutes ces personnes. Et je disais donc que la thématique disait devenir entrepreneur de soi pour dynamiser son parcours professionnel. Et moi, de ce que j'en retiens, ça conforte cette pensée de Léger Djaniou. C'est un auteur que j'ai connu pendant que j'étais ici et qui disait il faut aller vers le paradigme de réalisation de soi. Le paradigme de réalisation de soi, c'est un peu opposé au paradigme de la cuisine où quand vous voulez faire l'omelette, on vous dit 2 œufs cassés, de l'huile et on vous donne l'ordre dans lequel vous mettez les choses. Et puis elle vous dit non, vous réalisez quelque chose à partir de ce que vous aviez. On n'a pas d'ordre à vous donner, mais on vous laisse. Voilà. Et donc on le souhaite pour que vous puissiez... On n'a pas fini, chers amis. Vous commencez pas à vous lever. C'est l'iftar. Et donc, merci à tous, merci d'avoir été là. Je vous remercie, on applaudit pour tout le monde. Voilà. Et j'aurais été invité à prendre une photo avec les panélistes. Et ils sont là, et si vous souhaiterez, voilà, c'est la fin. Merci d'y avoir participé. Merci. Désolé, merci. Les gens qui étaient en ligne, on n'a pas pris des questions en ligne, mais la prochaine fois, probablement. C'était une première fois. Et voilà.